Paul Masson, bonjour, bienvenue sur Pertusato, Pertusato qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme c'est la coutume, je ne vais pas te demander trop vite, trop frontalement de te dénoncer. Qui est Paul Masson? C'est précisément ce qu'on va prendre le temps de découvrir pendant cet échange. Alors, tu viens nous parler d'une notion un peu, alors je ne sais pas comment on peut dire, caduque ou pas, elle a souvent disparu, puis elle est revenue, c'est quelque chose d'un peu insaisissable, cette notion d'éducation populaire. Et évidemment que dans l'environnement néolibéral dans lequel on vit, on ne sait plus très bien si ça existe encore et quel rôle elle peut jouer, ni si elle va renaître de ses cendres un jour. Peut-être on va commencer par les fondamentaux. Quelle est son histoire? Alors, on peut dire que l'éducation populaire, ça commence avec la notion de peuple. C'est-à-dire, jusqu'à 1789, le peuple était inexistant politiquement. Il y avait un peuple, mais il était inexistant. L'organisation de la société se faisait sans lui. Avec la Révolution, on dit que ça va être le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple va exister politiquement. Et l'éducation populaire va apparaître avec l'existence de ce peuple qui est appelé à jouer un rôle déterminant, puisque c'est lui qui doit conduire la vie politique. Donc on peut dire que faire naître la démocratie, c'est faire naître l'éducation populaire. Et historiquement, un certain nombre d'historiens vont faire démarrer l'éducation populaire avec le rapport Condorcet, qui, à la Révolution, va dire si on veut que la démocratie fonctionne, eh bien, il y a nécessité d'une formation du peuple. Le terme qu'on va utiliser à cette époque-là, on ne parle pas d'éducation, on parle d'instruction. Et ça va durer longtemps. Donc, il y a cette première idée de faire en sorte que le peuple soit en capacité d'exercer son pouvoir. Ce qui est intéressant dans ce rapport Condorcet, c'est qu'il marque en même temps qu'un peuple instruit est indocile. Donc, on va avoir une des tensions permanentes de l'éducation populaire entre les gouvernants et le peuple. Les gouvernants tiennent leur légitimité par les élections du peuple. Mais en même temps, quand ils gouvernent, le peuple, de fait, est un contre-pouvoir par le fait même que ce n'est pas lui qui gouverne directement. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que la démocratie fonctionne autour de deux pieds. Il y a nécessité des élections qui va permettre à un moment donné de mesurer le rapport des forces sociales, mais les élections ne font pas la démocratie. Elles mesurent à un moment donné l'état des forces. Ce qui fait la démocratie, c'est la dynamique,
la réflexion permanente de quelle société on veut, comment qu'on la veut. C'est ça qui fait la démocratie. Et donc, c'est cette éducation du peuple qui va être déterminante. Alors là, je ne sais pas. L'idée, ton explication est extrêmement claire. Comment ça va se passer dans les 2 siècles qui suivent? D'accord. Les différents courants, les moments particuliers, voilà. Qu'est-ce qui balise en fait l'histoire de l'éducation populaire dans les 2 derniers siècles? D'accord. Alors, d'autres historiens disent que l'éducation populaire n'a pas commencé avec la Révolution. Condorcet, il a fait un écrit théorique, mais ce n'était pas de l'éducation populaire en tant que telle. Par contre, déjà, à ce moment-là, au moment de la Révolution, on va commencer d'avoir une réflexion sur quel type de société on veut. Et cette réflexion, elle se fait parce que des gens se rassemblent, réfléchissent, se confrontent. Et au niveau de l'histoire de l'éducation populaire au XIXe siècle, on peut dire qu'il y a 3 grands courants qui vont se développer. Le premier grand courant, ça va être le courant laïque humaniste. On a eu la Révolution et assez vite, il va y avoir des élections. Et il y a Napoléon III, celui qui deviendra Napoléon III, qui gagne les élections. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jean Massé qui dit comment ça se fait, pas comment ça se fait, parce que lui il avait une hypothèse, les gens élisent quelqu'un qui va défendre les intérêts contraires aux siens. Et ça lui apparaît comme une contradiction majeure de la démocratie. Normalement, la démocratie, par les élections, il y a une représentation du peuple. Et il dit, il y a nécessité, si on veut que la démocratie fonctionne, d'instruire le peuple. Mais Jean Massé, il n'est pas illettré. Et il va lancer un courant qui a pour but d'instruire le peuple. C'est-à-dire qu'on va retrouver une autre contradiction tout au long de l'éducation populaire, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont avoir un projet de société qui nécessite d'instruire le peuple. Mais si on voit ça, on a une sorte de gens qui pensent, et puis le peuple qu'il faudrait former pour être conforme à cette pensée. Alors, la pensée laïque, les éléments qu'ils disent, si on veut que les gens puissent être autonomes, il faut qu'ils se libèrent des croyances qui vont faire qu'ils vont voter pour celui qui va devenir Napoléon III. Et ça, ce courant-là dit qu'il faut qu'il s'appuie sur la raison, l'analyse critique. C'est ça qu'il faut former. Il faut former tous les citoyens par l'utilisation de leur raison et l'analyse critique. Ce courant-là va avoir un opposant majoritaire au XIXe siècle, c'est l'Église catholique qui, elle, tient le peuple. Le peuple est essentiellement campagnard. Les prêtres sont les leaders qui forment la pensée. Et on va avoir un contre-courant qui dit qu'il y a nécessité d'une formation laïque, gratuite, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter, et laïque, il y a les 3 termes, obligatoire, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, il va y avoir ce courant-là. Ce courant-là va faire pression et, concrètement, ça va déboucher sur les lois de 1881-82 sur l'école publique, laïque et obligatoire, qu'on doit à Jules Ferry. Et Jules Ferry est porté haut par ce courant, parce que c'est lui qui a mis en place ça. Mais pour rentrer dans les contradictions, parce qu'on est toujours dans ce type de contradiction, Jules Ferry, qui a mis en place ça en 1881,
1882. En 1871, il était maire de Paris, au moment de la Commune de Paris. Et au moment de la Commune de Paris, c'est-à-dire où le peuple se met en mouvement, il prend la caisse de la Commune de Paris et il va rejoindre Thiers à Versailles et il devient opposant à la Commune de Paris. Et pendant la Commune de Paris, qui a duré 72 jours, qui n'a pas duré énormément, il va y avoir de la part des communards l'importance de former le peuple, avec des initiatives comme des écoles pensées pour les femmes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une approche de la formation du peuple. Et l'initiative de Jules Ferry à la fois correspond à une volonté d'une formation laïque pour tous, et c'est exact, mais en même temps, faisons en sorte que la formation du peuple échappe au peuple, que ce soit les dirigeants du peuple qui le forment en conformité. C'est-à-dire qu'on voit bien comment elle correspond à un souhait d'une éducation émancipatrice laïque par rapport à la religion, mais en même temps un contrôle du peuple. Et on va retrouver ça tout au long de l'histoire de l'éducation populaire. Voilà ce grand courant. Ce courant continue d'exister. La Fédération des œuvres laïques s'inscrit dans ce courant qui date, je ne saurais plus dire la date. Deuxième grand courant qui va exister, ça va être le courant religieux. Alors là, il correspond à quelle contradiction? L'Église catholique tient le peuple par les prêtres. Par la fiction qu'elle raconte. Comment? Par la fiction qu'elle raconte et qui propage, et qui propage au sein d'une population. Et ça ne pose pas de problème dans les campagnes. Il y a des opposants, mais ça ne pose pas de problème dans les campagnes. Avec le développement des villes, qu'est-ce qui va se passer? Un certain nombre de campagnards ne vont plus aller à l'église tous les dimanches, puisqu'ils ne seront pas là, ils seront en ville. Et petit à petit, cette influence de l'église pour contrôler la population lui échappe. Deuxième chose, ces gens qui sont allés en ville pour travailler perdent leur culture campagnarde, mais quand ils arrivent en ville, en même temps, ils s'aperçoivent que ceux qui vont à l'église, c'est leur patron, c'est ceux dont ils sont victimes. Et l'église se trouve prise dans l'idée, si on veut continuer d'exister avec le développement de l'église, il faut qu'on contre ce mouvement-là. Et le courant de l'éducation populaire, du courant religieux, repose sur il faut contrer l'idée qu'il y a des classes sociales qui s'affrontent autour de la grande idée, tous les hommes sont frères et il y a une égalité qui serait, nous sommes égaux puisque tous fils de Dieu. Et il va y avoir un courant de l'éducation populaire qui va naître de là, et au départ, un courant très réactionnaire. Mais par rapport à ça, la papauté va sortir une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum en 1880. C'est à peu près au même moment que sort le manifeste du Parti communiste, à une année où le pape se dit il y a une question sociale quand même. Parce que la forme d'organisation de la société fait que des gens ont des conditions de vie qui ne sont pas dignes des fils de Dieu. Cette encyclique va faire. Et donc, on va avoir un certain nombre d'intellectuels chrétiens qui se disent il faut qu'on se rapproche des ouvriers. Et il va y avoir tout un mouvement qui va se développer qui s'appelle le Sillon. Et ça va être des intellectuels, ça va être des gens instruits qui vont aller
rencontrer des ouvriers en considérant qu'ils sont sur un pied d'égalité, puisque tous frères. Et de cette rencontre, il va y avoir une évolution des deux côtés. Si on se rend compte à égalité entre les deux côtés, on va avoir des gens, des peuples qui vont prendre conscience des mécanismes intellectuels, qu'ils disposent de manière de penser, ils vont prendre conscience de leur propre force, mais en même temps, les intellectuels vont prendre conscience de l'organisation de la société qui fait que les autres sont exploités et que d'autres catégories ne le sont pas, sont exploiteuses. Il va y avoir ce double prise de conscience. Et quand il va y avoir ce double prise de conscience, le sillon va commencer à être contesté. Il va être contesté d'abord par le patronat, qui va se dire, mais alors, si les ouvriers se mettent à penser, où on va? Et le patronat est proche quand même des évêques. Et il va y avoir de la part de l'Église catholique toute une réaction de dire, mais il ne faut pas continuer comme ça, sinon c'est notre mort. Et le pape suivant va interdire le sillon. Donc c'est intéressant de repérer comment le courant chrétien correspond à une contradiction de l'Église. Mais les choses évoluent en permanence. Et il va y avoir, alors là, on est déjà au 19, là c'était au 19e, là au 20e siècle, un certain nombre de chrétiens dans le mouvement ouvrier, dont un certain Kagin, belge, dont d'un milieu très populaire, son père meurt tôt et il a conscience que la mort de son père, c'est lié à ses conditions sociales. Et il va il voulait être prêtre, et il décide d'être prêtre, et il va dans les milieux populaires. Et lui, il va essayer d'organiser les jeunes travailleurs et les jeunes travailleuses pour que, par eux-mêmes, ils s'autonomisent. Et ça va être la création de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, 1927. Ce mouvement-là va aller au-delà de la JOC, puisque dans le secteur rural, on va avoir l'équivalent, la jeunesse agricole chrétienne, qui a disparu sous le terme JAC, mais qui est devenu plus tard le MRJC, qui continue d'exister. Donc on va avoir aussi dans l'Église catholique des mouvements qui se revendiquent des classes opprimées. C'est ce deuxième courant qui va continuer d'exister, et des tensions dans l'histoire de l'Église, quelle place il a, jusqu'où il ira. Voilà le deuxième grand courant. Le troisième grand courant. Alors c'est intéressant parce que ces deux courants, on dira obligatoirement que c'est de l'éducation populaire. Le troisième courant, certains ne le reconnaissent pas comme éducation populaire. Ils disent que ce n'est pas de l'éducation populaire, c'est de l'éducation ouvrière. Et c'est intéressant de repérer cette coupure-là. Alors ce courant, qu'est-ce qui va naître? Avec la concentration dans les entreprises, les paysans, en gros, les paysans, c'est les premiers immigrés qui viennent en ville. Et les gens qui arrivent là ont une culture quand ils arrivent. Mais cette culture qu'ils ont, c'est-à-dire une représentation du monde, n'est pas opérationnelle quand ils arrivent dans les usines. Leur référence sur la campagne, ça ne leur sert pas à prendre leur place. Mais progressivement, ils vont essayer de s'organiser pour survivre d'abord. Ça va être les caisses mutuelles, ça va être les résistances, et ils vont se mettre à l'action pour essayer de
de vivre et de moins subir leur situation. Ce courant-là va se former, s'auto-former et se donner des lieux et des méthodes pour le faire. Entre autres, parmi ces méthodes, c'est à ce moment-là que va se mettre les bourses du travail. Les bourses du travail, le concept de bourse du travail, ce n'est pas un concept qui est né du syndicalisme. Les bourses du travail sont nées d'intellectuels du patronat qui se dit, de la même manière qu'il existe des bourses pour déterminer la valeur de quelque chose par l'échange, organisons des bourses dans lesquelles les gens sauront où est la force de travail, où sont les usines qui ont besoin de force de travail et où sont ceux qui sont la force de travail pour ces usines. L'idée de la bourse du travail, dans un premier temps, c'était de favoriser la recherche des travailleurs, la recherche des travailleurs par les entreprises. Au départ, c'est ça. Mais dans ces lieux où les ouvriers vont aller en voyageant d'un endroit à l'autre à la recherche du travail, eh bien, ils vont se rencontrer. Et le fait qu'ils vont se rencontrer, eh bien, ils vont parler, ils vont échanger et ils vont s'auto-former. C'est-à-dire, ils vont faire de l'éducation populaire. Mais la grosse différence, c'est que Jean Massé et les intellectuels qui disent qu'il y a nécessité de former le peuple pour qu'il soit instruit et qu'il soit capable de raisonner par lui-même, ne vivaient pas la condition d'oppression du peuple. Les salariés, les ouvriers qui vont dans le sillon et les intellectuels du sillon ne vivent pas les mêmes conditions. C'est-à-dire que dans les deux premiers cas, on a des classes sociales qui ont un projet pour le peuple. Dans le troisième cas, c'est le peuple qui se donne un projet de société. Et la coupure, le fait de dire « Ah ben c'est pas de l'éducation populaire, c'est de l'éducation ouvrière », de l'éducation ouvrière. Le terme d'éducation ouvrière, c'est Pelloutier, celui qui était le leader des bourses du travail, qui l'utilise. Le fait de ne pas le mettre dans l'éducation populaire a pour but de faire en sorte que l'éducation populaire, ce soit un projet pour le peuple. C'est-à-dire qu'on fasse exister le peuple comme incapable de construire son projet de société. On lui invente une narration et on lui demande de l'ingurgiter et de vivre selon ces préceptes-là. Voilà. Et dans toute l'histoire de l'éducation populaire, on va retrouver cette tension entre des gens qui aspirent à s'émanciper et des gens qui pensent comment émanciper les uns et les autres. Je prends un exemple qui sort de ce contexte, je ne sais pas si c'est là qu'il faudra le placer ou pas dans la construction. Si on prend l'exemple d'Attaque, Attaque apparaît, en gros, complètement à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, au moment où des intellectuels se rendent compte que la mise en place du néolibéralisme fait que la démocratie perd son sens, puisque les États renoncent à exercer leur pouvoir en confiant aux multinationales le soin de gérer le monde par le marché. C'est une conception, c'est cette prise de conscience intellectuelle qui dit qu'il y a nécessité de former le peuple pour qu'il ait conscience de ça. Et une des tensions qui a existé et qui existe encore dans Attaque, c'est que cette manière de faire fait que spontanément Attaque va envoyer des intellectuels pour expliquer au peuple. Et je prenais l'exemple des retraites.
s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour comprendre l'enjeu de la nouvelle réforme des retraites, c'est le peuple. Parce qu'il va savoir ce que ça veut dire que de travailler 2 ans de plus. Et il va savoir qu'il ne pourra pas le faire pour un certain nombre. Ben, par rapport à ça, il y a 2 approches de l'éducation populaire. Les gens se rassemblent, analysent ces mécanismes-là et sont porteurs d'un projet alternatif. C'est différent de « on va vous expliquer les mécanismes des retraites et on va vous envoyer le spécialiste des retraites qui peut être excellent dans son intervention ». Ces 2 pôles ne sont pas antagonistes, mais c'est 2 démarches complètement différentes. Et l'approche de l'éducation populaire que je cherche à favoriser, c'est l'auto-organisation, l'auto-émancipation. Dans ce processus-là, à un moment donné, les gens qui s'organisent et qui pensent par eux-mêmes vont avoir besoin de connaissances et vont pouvoir s'adresser à d'autres catégories qui ont plus d'éléments d'analyse. Mais ces gens-là sont des alliés de leur cause, mais ils ne partagent pas les mêmes causes. Parce que les intellectuels qui travaillaient jusqu'à 62 ans, eh bien, ils pourront continuer de travailler jusqu'à 64 ans et ils pourront même continuer de travailler jusqu'à 80 ans parce que pour eux, le problème du travail se pose très différemment. Bien sûr. Donc ça, c'est important de voir que ce 3e courant, il continue d'exister et... attends, je me perds, moi. Ce 3e courant continue d'exister et je le revendique d'éducation populaire à part entière. J'étais la semaine dernière à Montpellier après les émeutes des banlieues et j'étais avec des leaders de l'éducation populaire. Et on voyait la tension dans le quartier entre des leaders qui étaient nés dans le quartier, qui vivaient dans le quartier, qui étaient dans les mouvements qui s'étaient structurés progressivement sur le quartier. Et des leaders aussi, mais qui n'habitaient pas le quartier, qui étaient des alliés incontestables, mais qui disaient comment on va faire pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'émeutes, l'idée de former le peuple. Et il y avait cette tension latente entre ces 2 catégories. De dire les grandes fédérations qui aident sur le quartier et qu'on ne rejette pas, concrètement, vous ne correspondez pas aux réponses des jeunes qui essayent de s'organiser et qui n'ont pas forcément tous les outils pour régler les tensions. Je crois que c'est important de repérer cette nouvelle tension et cette tension interne à l'éducation populaire entre les gens qui vivent une situation et pour régler leurs propres problèmes s'organisent, réfléchissent, font des propositions et ceux qui, alliés de ces personnes-là, ne vivent pas la situation. Je dirais fin de la toute première période. C'est tout l'enjeu de ces intermédiaires entre un peuple qui a des aspirations difficilement peut-être formulables pour lui, oui, parce qu'il n'a pas tous les outils. Tous les outils, il ne connaît pas tous les rouages d'une démocratie, et nos démocraties sont extrêmement complexes maintenant. Donc il a besoin de ces intellectuels qui sont des intermédiaires entre eux et le pouvoir, entre eux et les décideurs, et que c'est tout l'enjeu et toute la difficulté. Quelle que soit la sincérité, ce sont quand même d'autres personnes qui sociologiquement ont été construits autrement, ont d'autres outils intellectuels pour aborder le monde, et forcément ne peuvent pas avoir directement la même approche que ce peuple. Et on voit bien en permanence comment on décortique les gilets jaunes.
comment on décortique ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les violences liées à la mort de ce jeune homme. Il y a tout un tas d'intermédiaires. Certains sont loyaux et sincères, d'autres évidemment savent à quoi ils jouent. Et c'est vrai que ce peuple est pris à partie et piégé en permanence dans des narrations qui sont contradictoires. Et c'est un exercice qui devient, je trouve, extrêmement compliqué à décortiquer, à comprendre en fait. Et ces catégories-là ne vivent pas la même situation. Les enjeux du changement ne sont pas aussi forts pour eux que pour l'autre. Alors je disais, fin de cette première période. Je situerai une deuxième période après 1945. Alors, jusque là, ce qui va dominer, plutôt que la notion d'éducation populaire, on va parler d'instruction. C'est-à-dire qu'au cours du 19e siècle, ce qui apparaît comme la réponse à la formation du peuple, c'est faire en sorte qu'il ait de l'instruction, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de connaissance. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a un peuple qui faisait partie des peuples instruits, c'est le peuple allemand, faisait partie des peuples les plus instruits. Et c'est quand même en Allemagne, c'est quand même en Italie que le peuple a adhéré au nazisme, au fascisme. C'est-à-dire que la question va se poser, c'est évident qu'il y a nécessité d'un niveau d'instruction pour comprendre et analyser et pouvoir faire avoir un esprit critique et se positionner, mais que le fait de comprendre, d'analyser et d'avoir un esprit critique ne fabrique pas obligatoirement de la démocratie. Si on veut qu'il y ait de la démocratie, il y a nécessité d'une éducation politique. Comment fonctionne une société et comment on se met d'accord pour trouver un compromis social. Il y a toute cette question de l'éducation politique. Et dès 1944, cette question est posée avec l'idée, de la même manière qu'on a mis en place à la fin du 19e une éducation, instruction civique, l'école publique, laïque et obligatoire, il y a nécessité que la puissance publique pense une éducation politique. Et cette éducation politique, elle ne s'arrête pas, c'est pas l'instruction, c'est une éducation tout au long de la vie. Donc l'idée d'éducation populaire apparaît comme indispensable pour faire vivre la démocratie. Ce qu'il y a, c'est que si on veut développer ça, il faut quand même avoir une idée du type de société qu'on veut mettre en place. Et en 1945, les forces politiques, les deux grandes forces politiques, c'est d'une part les gaullistes et d'autre part le Parti communiste. Et ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde sur le projet de société. Et ils ne réussissent pas à trouver un terrain de compromis qui leur permettrait de dire il y a des tensions, mais organisons ces tensions, faisons en sorte que le débat puisse avoir lieu. Et ce projet de formation politique à l'échelle nationale organisée, ils n'arrivent pas à trouver un compromis et vont créer Jeunesse et Sport. En gros, on enterre le projet politique, mais enfin, on fait quand même en sorte qu'il puisse y avoir, autour de Jeunesse et Sport, une éducation populaire qui va se mettre en place et qui va se développer dans ce qui deviendra progressivement les grandes fédérations de l'éducation populaire, à la fois pour la jeunesse, à la fois... À ce moment-là, ça se développe et l'État y met des moyens. Ça va être les CREPS, ça va être par exemple les postes FONGEP. L'idée du poste FONGEP, c'est de dire, si on veut que sur un quartier, il y ait un débat et que les gens puissent se rencontrer et qu'ils puissent se saisir de ce qu'il faut, il y a nécessité de faire en sorte que des gens soient disponibles
les équipements soient disponibles pour que les gens puissent venir décider ce qu'ils font et s'organiser là. Et on va avoir tout un courant, l'éducation populaire au cours de la deuxième moitié du XXe siècle va essentiellement s'organiser de cette manière-là avec la création des grandes fédérations. Alors le tournant ou la contradiction qui va apparaître à ce moment-là. La contradiction qui va apparaître jusqu'à ce moment-là, jusque-là, il n'y avait pas d'argent public, ou tout au moins il était tellement minoritaire qu'il ne représentait rien, ce qui fait que, comme dans les syndicats, dans les mouvements qui s'organisaient autour de l'éducation populaire, il y avait quelques permanents. Ce qui caractérisait, et c'est le terme qui a été utilisé, ce qui caractérisait les permanents, c'était des militants permanents. C'est-à-dire à qui on donnait un revenu pour qu'ils aient du temps à temps plein, qu'ils ne fassent pas ça seulement le soir après leur journée de travail. Avec l'organisation de cette période-là et l'argent public, on va progressivement payer des permanents. Et cet aspect permanent a donné des moyens à l'éducation populaire. Mais elle a eu aussi comme effet, c'est que ces permanents, on leur demandait un travail. Et dans le travail que faisaient les militants d'éducation populaire, il y avait un certain nombre de choses, des rapports, des trucs comme ça, qu'il fallait faire et qui leur pesaient ou qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et puis ils disaient, c'est le permanent. Et puis on voulait faire une fête dans le quartier. Mais si on a un permanent, le permanent il va organiser la fête du quartier. Et il y a une sorte de désinvestissement des bénévoles par rapport au permanent. L'équilibre, il y a nécessité d'un équilibre entre le mouvement et les moyens du mouvement, l'institution. Il y a une tension permanente. Un mouvement, pour se développer, il a besoin de moyens. Donc il va se donner une organisation, une institution qui le porte. Mais il ne faut pas que cette institution soit disproportionnée par rapport aux moyens. Parce que sinon, c'est l'institution qui va organiser. Et l'institution qui va organiser, elle va développer les intérêts de ceux qui sont dans cette institution. Des bailleurs de fonds. Et les salariés, et ça a été ce que François Tétart va appeler l'étreinte mortelle. C'est intéressant. L'étreinte mortelle, ça a été, vous voulez faire ça, on vous donne des sous. Et on donne des sous, et on paye les permanents. On peut payer les permanents. Mais on vous donne les sous, et on contrôle, et on ferme le projet. C'est plus vous, comme le poste FONGEP, où on donnait sur un quartier en disant que va faire le permanent du poste FONGEP, on ne sait pas. Ce n'est pas l'État qui avait un projet sur le quartier. L'État, son projet sur le quartier, c'était que la dynamique du quartier vive et qu'il y ait un permanent qui soit à disposition du quartier. Progressivement, on va avoir l'État qui se dit les mouvements d'éducation populaire ont un savoir-faire et sont capables de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Il n'y aurait plus de vie associative dans les quartiers, l'État serait complètement démuni. Il ne pourrait pas, par des fonctionnaires, répondre à tout ça. Ce n'est pas possible. Donc, il a besoin de ça. Mais en même temps, il va essayer de le mettre au service de son projet politique. Et de l'idée de financement de l'éducation populaire, on est passé à l'appel d'offres. C'est-à-dire, si vous voulez des sous, il va falloir que vous inscriviez dans les projets que nous vous proposons. Projets limités dans le temps, qui évoluent régulièrement en fonction des choix politiques. Et progressivement, les mouvements d'éducation populaire se sont vus prisonniers de ne plus faire de l'éducation populaire, mais de faire de l'encadrement social pensé par
la puissance politique. Ça va loin. L'autre jour, je suis sur Arras et on a un groupe d'attaque. Et on se disait, il faudrait qu'on trouve un lieu collectif pour qu'on puisse faire nos réunions. On le faisait dans des bistrots, des trucs comme ça, mais pourquoi pas un centre social? Et je vais au centre social et je dis, bon, on a un petit groupe, on veut se réunir tous les mois et demi, et on voudrait pouvoir venir au centre social. Le permanent du centre social, il dit, ah ben oui, demandez à la mairie. Les centres sociaux sont municipalisés et ça va être la mairie qui va déterminer si telle association peut aller. On n'a plus du tout de lien avec le centre social, lieu du quartier. Mais moi, dans cette idée, j'ai été contacté il y a 2 ans pour organiser une grosse conférence dans une MJC à l'occasion de la sortie d'un livre de Taubira. Très classique, parce que voilà, la MJC pensait que cette dame avait des choses à dire et que ça lui parlait, etc. Ce qui était donc de la responsabilité de la MJC. Gérard Collomb est intervenu manu militari en disant, si vous faites ça, c'est pas compliqué, il n'y a plus de subventions. Et là, ils ont été obligés de se rétracter. C'est très clair, il y a une vraie prise de pouvoir, mais on a l'impression que c'est toujours la même idée. Et c'est toujours à ce peuple qui dit on voudrait exister, et évidemment des dirigeants qui disent, vous voulez exister, vous avez besoin de nous, et moyennant un contrôle, on peut peut-être imaginer comment on va faire, jusqu'à maintenant du moins. Après, je ne sais pas jusqu'où des plateformes comme YouTube, des trucs, est-ce que le peuple n'est pas en train d'essayer aujourd'hui de déjouer ce piège? Je n'en sais rien. On pourrait dire c'est le troisième temps, oui. Hein, la période actuelle. Mais pour revenir sur la deuxième période, on est dans la contradiction que j'ai entendu formuler encore la semaine dernière, de dire le bon animateur social, c'est celui qui a appelé à disparaître du quartier. Parce que le quartier n'aura plus besoin de quelqu'un qui l'encadre. Il sera en capacité. Mais celui qui dit ça, son salaire dépend des pouvoirs publics. Et je me rappelle d'un congrès de Culture et Liberté où on s'était dit, il faut qu'on sorte des dispositifs publics. Sortir des appels d'offres si on veut pouvoir redynamiser ça. Et le congrès d'après, 4 ans après, on n'en est pas sorti. Mais pourquoi? Parce que la majorité des forces, à ce moment-là, du mouvement, c'était des permanents. Et que si on sortait de ça, ils n'existaient plus économiquement. Donc, cette contradiction va s'accentuer et à la fois sous la pression des pouvoirs publics qui entendent sortir complètement de l'éducation populaire, ce sera le marché qui régule, on n'a plus besoin que le peuple pense. On peut même dire que le néolibéralisme, son ennemi premier, c'est l'éducation populaire. L'expérimentation du néolibéralisme se fait au Chili après le coup d'État de 1973. Et là, on n'est pas embêté par le peuple. Mais c'est même l'éducation tout court qui pose problème, c'est même pas populaire. L'OCDE est clair, d'ici 30 ans, il n'y a plus que 10% des enfants européens qui ont besoin d'être très cultivés. Et c'est écrit comme ça, hein, c'est vraiment formulé ainsi, pour remplir des distributeurs de canettes ou pour répondre comme hôtesse d'accueil ou conduire un taxi, on n'a absolument pas besoin d'aller à l'école. Et c'est quand même le chemin que c'est en train de prendre. Cette idée qu'on cultive les gens parce que ce sont des êtres humains qui ont besoin de se comprendre, de se connaître, d'évoluer et d'avoir un parcours de vie entouré aussi par de la culture et par un certain nombre de connaissances, c'est une idée qui disparaît. Le peuple n'est plus qu'une force de travail, et d'ailleurs avec énormément de concurrence et un nivellement des revenus et des conditions de vie qui deviennent vraiment problématiques. Alors, ça je dirais, c'est le deuxième temps. Hein, dans le livre, je vais parler phénix renaissant. Après 1945, on peut dire que c'est un phénix renaissant. Et puis ce phénix est en train de mourir
sous la forme, les grandes fédérations ont tendance à être devenues des organisations sociales, ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas du tout d'éducation populaire. C'est en tension, il y a les deux. Mais on peut dire que le nouveau, la renaissance du phénix, fait que les contradictions de la société continuent d'exister. Il y a une aspiration à une vie démocratique. Et il y a conscience que si on veut cette vie démocratique, on a besoin de connaissances, et on a besoin d'instruction, et on a besoin d'éducation politique. Et donc, on va avoir des initiatives pour faire vivre ça. Et ces initiatives vont venir de plusieurs pistes. Attends, je vais boire. Il y a une partie de ces initiatives qui vont venir, on pourrait dire, des permanents de l'éducation populaire, qui se disent « mais nous, c'est pas ce type de société qu'on veut faire. On n'a pas forcément envie de faire en sorte que de passer notre temps à un contrôle social, à donner des subventions à l'un à l'autre, à faire en sorte que la paix sociale passe par des dispositifs qui changent régulièrement. C'est pas ça qu'on veut faire. » Et qui voient qu'ils sont piégés là-dedans et qui vont essayer de s'organiser autrement qu'autour d'associations loi 1901 où ils sont salariés d'un conseil d'administration tenu par des bénévoles qui n'ont pas envie de faire ce qu'on demande de faire. Parce que le bénévole d'un conseil d'administration d'une association qui a 15 salariés, et à plus forte raison si elle en a plus, le temps qui passe, c'est à regarder les comptes et à dire comment on fait vivre la boutique. Les bénévoles qui sont allés dans les associations pour faire vivre l'éducation populaire, ils en ont marre de ça. Conclusion, il y en a de moins en moins. Alors, à la fois, les bénévoles s'épuisent dans des dispositifs pour faire vivre ces dispositifs auxquels ils ne sont pas venus pour ça, et les salariés ont conscience qu'ils répondent à des appels d'offres qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent faire. Et on va avoir, après, des structures qui vont se mettre en place, je pense, de type coopératif de salariés. Ça va être 4 salariés, 5 salariés qui disent « mais nous, on veut faire de l'éducation populaire, et bien on se met en coopérative, et puis c'est nous qui déciderons, on prend ou on ne prend pas. » Ils auront la contrainte, si on veut en vivre, il faudra bien qu'on trouve de l'argent. Mais c'est déjà entre nous et sur le projet politique qui est le nôtre qu'on va pouvoir le faire vivre. Ces structures sont toujours des petites structures. C'est jamais des gros trucs. Et j'avais eu une analyse d'un groupe d'appui au projet qui avait très bien analysé ça et qui disait, en fait, quand il y a 4 personnes, 5 personnes qui ont un projet, eh bien, ils se mettent d'accord autour du projet et c'est le projet qui les unifie. Quand ça devient une institution grosse, les contradictions, les tensions apparaissent et l'institution prend la place du projet. Alors, l'idée, c'était l'idée de la très petite association. Mais très petite association, quand une association à 4. Là, le groupe d'appui au projet, le plus qu'ils étaient, 7. Qui, au niveau structure, les 7 personnes étaient autonomes économiquement. C'était des consultants. Mais leur projet, c'était de faire en sorte de mettre nos compétences pour que les gens s'organisent sur leur propre projet. Là-dessus, c'est jouable. Mais ils avaient parfaitement conscience que, faisant ça, ils n'avaient pas une fonction d'éducation populaire. Ils avaient une fonction technique. Et pour garder cette fonction-là, ils disaient qu'il y a nécessité d'une réflexion collective permanente à élargir. Donc la manière dont ils avaient créé ça, c'est chaque année, ce groupe de consultants
se réunissaient et à partir de ce qui leur apparaissait la problématique la plus importante qu'ils avaient développée dans l'année, dans leur travail, ils réunissaient tous les gens qu'ils avaient trouvés sensibles à réfléchir sur cette politique. C'est-à-dire qu'il y avait la très petite association et le mouvement qui était porté par ça, parce que si on se réunit 3 jours avec une quinzaine de personnes qui sont dans l'année mobilisées sur les mêmes choses, ces 15 personnes vont produire de la réflexion qui va avoir une incidence sur leur pratique. Donc voilà un type de nouvelle réponse à l'éducation populaire, qui vient cette fois plutôt par des salariés qui ont pris conscience des contradictions dans lesquelles ils étaient et qui vont essayer de le régler sous cette forme. Il y a autre chose, et des fédérations, des associations qui se sont rendues compte que leur mouvement était en train de mourir. Et alors qu'ils vont s'organiser autrement, et là, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, j'illustre par le Nord-Pas-de-Calais parce que c'est l'endroit où je vis, c'était des mouvements qui venaient du mouvement d'éducation populaire chrétien, autour du MRJC, mais pour les adultes, pour les enfants, l'action catholique de l'enfance, des trucs comme ça. Plutôt dans le secteur rural. Et qui avait des formations pendant des années. Chaque année, ils faisaient une formation de cadre de leurs associations. Et cette formation de cadre, elle passait par une année de formation avec des sessions et qui vont, d'une part, s'il y a moins de cadres, s'il y a moins de sous, il y a moins de personnel. Et que la raison d'être a tendance à disparaître. La manière dont ils ont transformé ça, ils ont carrément fait, l'AFR, ça s'appelle Association de formation rurale. Et tous les 4 ans, ils mettent en place une formation dans le rural qui s'appuie sur des personnes qui, pendant ces 4 ans, se sont mobilisées sur des actions. Et c'est une formation relativement importante et qui est tout à fait dans cette logique d'éducation populaire. Elle va passer par, il y a 3 modules de 1 week-end. Il y a une formation sur 4 jours au mois de juillet et au cours de l'année, entre chaque week-end, les gens qui sont venus par lieu d'habitation se réunissent entre eux pour reprendre ce qui a été vu dans les sessions. C'est-à-dire qu'on a mobilisé les forces qui étaient liées à l'action pour faire en sorte de leur permettre de s'émanciper et d'une formation plus collective. On n'a plus la différence entre les cadres du mouvement et les participants. Ces formations sont pensées par l'ensemble. Et alors, penser par l'ensemble, ça suppose qu'entre les 4 ans, il va falloir penser la formation d'après. Qui va penser la formation d'après? C'est des gens qui ont participé à une formation avant et qui vont dire, dans 4 ans, alors en gros, c'est l'année qui précède, va se mettre en place un groupe de travail qui va penser l'initiative de l'année d'après. Le groupe de travail, c'est de l'ordre de 20 personnes qui vont pendant une année se confronter. On n'est plus dans ceux qui pensent et ceux qui exécutent. On est vraiment dans une démarche de co-construction. Et les initiatives des AFR, c'est entre 80 et 100 personnes qui vont faire une formation sur une année. C'est énorme. Alors, 80, dans ça, il y a des enfants, les formes vont diversifier et vont mettre en place des activités pour les enfants qui suivront la session avec d'autres techniques, d'autres personnes. Donc voilà une autre initiative qui naît de l'existant. Et puis alors après,
on va avoir, alors là, je suis tombé par hasard, hein, en vacances, sur une dame qui me parle de ce qu'elle faisait. C'était une chercheuse et, qui faisait de la recherche-action. Et elle était en train de finir un rapport sur un processus qu'elle avait accompagné pendant 5 ans dans le midi de la France pour des femmes du secteur rural. La recherche-action, ça consistait à accompagner un certain nombre d'agricultrices par rapport à leur propre travail, de se dire il y a des choses qui sont insatisfaisantes dans notre statut de femme, mais aussi dans notre statut d'agriculture, le rapport avec la Chambre d'agriculture, le rapport avec la FNSEA qui casse, qui les fait mourir. Et pendant 5 ans, elles se sont réunies entre elles ont réfléchi à ce qu'elles voulaient et elles se sont mises à l'action, y compris pour faire pression sur la FNSEA, sur la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire qu'on est dans du domaine, on veut se mettre à l'action et pour ça, on se forme. Et alors, je parle avec cette dame, un jour, je dis, alors, pour moi, c'est une initiative d'éducation populaire. Elle était originaire du Québec. Elle n'avait jamais entendu le terme d'éducation populaire. Pour elle, elle faisait de la recherche-action. Mais cette recherche-action, c'est une forme d'éducation populaire et ça ne se fait pas sur 6 mois. 5 ans, c'est un minimum si on veut développer ce type de processus. Voilà, c'est quelques illustrations. Il y a probablement plein d'autres formes. Là, puisque je reviens de Montpellier, il y a un qui me dit « Mais tu n'as pas du tout parlé des initiatives des jeunes dans le quartier qui organisaient ça. » Effectivement, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas cherché à faire un tour exhaustif de toutes les formes. Mais il existe de l'éducation populaire au sens action émancipatrice qui ne s'appuie pas sur un label, mais qui s'appuie sur une pratique. Comment une personne de ton âge perçoit, alors moi je le perçois comme de l'éducation populaire, mais je ne sais pas, cet engouement pour cette population, pas que jeune d'ailleurs, pour toutes ces chaînes YouTube, tous ces réseaux sociaux, quand on voit qu'un Thinkerview passe le 1 million d'abonnés, que certaines vidéos font 4-5 millions de vues, et ce sont des intellectuels qui sont parfois interviewés. Les gens ont besoin de cette culture. Pendant le Covid, il y a eu une explosion totale, mais vraiment une explosion très violente et très nourrie de toutes ces zones quand même, ouais, d'éducation. Alors peut-être pas d'éducation populaire, je ne sais pas, mais il y a manifestement des millions de gens qui ont envie de comprendre comment ça marche. Et ça, c'est très récent parce que c'est basé sur des techniques évidemment tout à fait contemporaines. Nous-mêmes, la maison Mémérou naît pendant le Covid, en disant mais on a du temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et on a envie de comprendre ce qui est en train de se passer, et on accroche ça évidemment à tout un tas d'autres phénomènes, le GIEC qui explique que les pandémies vont arriver, et tout le monde explique plein de choses, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un engouement, une envie quand même de cette population de comprendre ce qui est en train de se jouer, et les pouvoirs ont très très peur de ça, j'ai l'impression. Alors, ça s'inscrit dans l'éducation populaire. Mais ce n'est pas de l'éducation populaire en soi. Je pense, l'éducation populaire, j'ai tendance à dire, c'est un processus qui passe par différentes étapes. En gros, on peut en identifier 5. Dans le premier temps, pour que je puisse m'envisager comme citoyen, il faut que j'ai conscience que j'existe, que j'ai de l'importance. Et des personnes qui sont complètement cassées ne pourront pas aller plus loin tant qu'il n'y aura pas toute cette phase de reconstruction. Prise de conscience que tu as de l'importance, prise de conscience. Le travail social le fait très bien, souvent. Et c'est nécessaire.
Mais c'est une première phase. La deuxième phase, il faut que cette personne puisse se confronter avec d'autres qui vivent la même situation. C'est en ce sens-là que je m'étais dit, le fonds Solidarité Logement, où on demandait à un travailleur social d'accompagner quelqu'un qui était dans une situation de déprime et de misère au niveau logement, pendant 6 mois pour qu'il ait un autre logement, n'avait rien d'éducation populaire. On prenait en charge une personne, on le changeait de lieu. Et l'illustration m'en est donnée, une femme qui avait fait ça, et le travail avait été fait admirablement, elle avait changé de quartier, elle était dans un truc mieux, et je la retrouve 6 mois après dans la rue, elle s'appelait Arlette. Arlette, comment ça va? Ça va, ton logement? Et puis, on parle un peu, mais elle regrettait l'ancien logement. Elle était mieux, mais elle avait perdu tout son cadre, tout son contexte. Elle avait perdu son cadre culturel. Et elle était déculturée. On n'avait pas été vers une autonomie, on l'avait décadrée. Donc, le travail de reconstruction individuelle est indispensable, mais ne permet pas de l'éducation populaire s'il n'y a pas les étapes suivantes. La deuxième étape, ça va être que des personnes... Alors, je prends l'exemple d'Arlette. Je l'appelle Arlette, ça n'a pas d'importance, le prénom. Rencontre d'autres Arlettes, c'est-à-dire d'autres personnes qui vivent la même situation. Et qu'elle se rend compte que sa situation, elle n'est pas la seule à la vivre. C'est le mouvement MeToo, moi aussi. Le terme MeToo correspond à cette deuxième étape. Je prends conscience que je vis une situation d'oppression, mais que je ne suis pas le seul. Donc ça, c'est une étape indispensable. Donc, ça veut dire que si on veut accompagner un mouvement d'éducation populaire, il faut qu'on ait en permanence le souci de mettre en place des lieux où des personnes qui vivent la même situation se rencontrent, puissent échanger, faire quelque chose ensemble pour prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls. Deuxième étape. La troisième étape, c'est de s'apercevoir que ce n'est pas seulement des individus qui vivent cette situation-là, mais c'est des catégories sociales, que je suis dans tel quartier, Paris, et puis Montpellier, et puis la banlieue lyonnaise ou la banlieue de Lille, il y a des situations identiques, que les mouvements comme on a eu reviennent tous les 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'une catégorie sociale existante. C'est-à-dire prise de conscience d'une culture propre. Un affect de classe. Voilà. C'est cette troisième étape. Et si on reste que sur les deux premières, on n'ira pas vers l'éducation populaire. On aura de l'encadrement social. Quatrième étape, cette prise de conscience que, effectivement, ces situations de banlieue surtout, mais qu'il y a des catégories professionnelles, il y a des catégories sociales qui, elles, sont tout à fait protégées de ça. C'est-à-dire qu'il y a une organisation de la société en classes sociales qui ont des intérêts différents et une organisation sociale qui fait que les choses restent en l'état. C'est la conscience politique. Si on ne va pas jusqu'à la conscience politique, il ne peut pas y avoir d'émancipation collective. Mais la conscience politique, ce n'est pas le dernier étage. Il y a un cinquième étage, c'est la prise de conscience qu'en s'organisant, on a la possibilité d'agir sur l'organisation de la société. L'éducation populaire, ce n'est pas de la formation, c'est de l'action de transformation sociale. Alors, parce que du coup, je suis sorti complètement des réseaux sociaux.
ces différentes étapes nécessitent tout au long du processus que les gens qui se réunissent entre eux en groupe élargissent leur champ de conscience pour prendre conscience, par exemple, la conscience sociale ou la conscience politique. Comprendre comment ça marche, j'ai besoin d'éclairage. Et dans ce sens-là, les réseaux sociaux y contribuent, comme les intellectuels y contribuent, comme les livres y contribuent. En t'écoutant, je me dis que ces réseaux sociaux, ces YouTube, toutes ces chaînes de formation, entre guillemets, ou de moins de témoignages un peu sophistiqués ou savants, en fait, refabriquent peut-être des intermédiaires entre justement des classes peut-être un peu enterrées dans la souffrance, dans l'incapacité de respirer, de s'en sortir, et finalement tout un tas de gens d'une petite classe moyenne qui deviennent pour le coup des intermédiaires intéressants, qui arrivent parfaitement à comprendre ce que vivent ces gens-là parce qu'ils n'en sont pas si loin, mais eux évidemment ont la capacité de passer 4 heures par semaine à écouter Gaël Giraud ou Lordon, et finalement ça finit par créer justement des intermédiaires, peut-être des gens plus capables de les comprendre, de les représenter, de parler à leur place. C'est peut-être que ça élargit en fait cette notion de classe populaire, entre guillemets. Moi, je pense, ces catégories-là, je dis, c'est des alliés potentiels. Oui, mais c'est des nouveaux alliés. Parce que peut-être qu'avant, ils ne comprenaient pas bien et qu'ils n'étaient pas si alliés que ça. Et que le fait de mieux comprendre, de prendre le temps de mettre des mots, de mettre un peu d'histoire dedans, finalement, ça devient des alliés. Même dans le décès du petit Naël, c'est pas que les gamins de banlieue qui sont pas contents. Oui. Il y a énormément de gens de la classe moyenne qui disent oui, non, mais il y a effectivement un problème là. Et parce que quand même, c'est plus si clair la distinction. J'ai l'impression, et qu'il y a des porosités. J'ai l'impression que toutes ces chaînes YouTube qui nous expliquent ce qui est en train de se passer, notamment l'écologie, donc il faut à tout prix parler, parce que le système que défend nos gouvernants est un système en train de mourir et qui n'a aucun avenir. Et j'ai l'impression qu'il y a des porosités et ça devient plus flou, les frontières. Oui. Moi, je pense qu'ils jouent un rôle, mais l'illustration que je prends, c'est par rapport, par exemple, à T.D. Carmonde. A.T.D. Carmonde a, au niveau de sa démarche, des choses très, très intéressantes. Mais l'idée d'A.T.D. Carmonde, c'est les membres du tiers-monde, du quart-monde, qui doivent être les décideurs. La manière dont ils vont faire, pour que les gens du quart-monde soient les décideurs, s'ils restent entre eux, ils sont cuits. Donc il y a nécessité d'alliés. Mais que ces alliés restent à leur place. Et alors on va avoir, par exemple, pour A.T.D. Carmonde, 2 types d'alliés privilégiés. Ça va être les volontaires. C'est-à-dire c'est des gens qui ne viennent pas du quart-monde, qui peuvent en sortir et qui en sortiront, qui décident pendant 5 ans d'aller vivre la situation du quart-monde. Pour les gens du quart-monde, ils ne sont pas des leurs. Ils ne sont pas du quart-monde. Mais ils considèrent que c'est des alliés, puisqu'ils ont décidé de venir alors qu'ils pouvaient vivre plus confortablement ailleurs. De là, on va avoir une confrontation de 2 cultures, et donc un élargissement. Et il y a un 3e type, mais ça je trouve très très bien, parce que si ça dure, si quelqu'un vient sur le site Gitan ou sur le site pendant 5 ans, il va y avoir une construction dans la durée. On va pouvoir construire une pensée, on va pouvoir, de part et d'autre, affiner. Et ils ont aussi leur système d'université populaire qui est pensé par les gens du tiers-monde et qui, à un moment donné, en fonction de ce qui leur paraît le plus important, vont se réunir et vont faire appel à des gens qui... ces
ces gens qui ont un temps d'avance au niveau de la réflexion, parce qu'ils ont le temps, c'est leur métier de réfléchir, et qui vont leur donner un éclairage dont ils pourront se saisir. Mais ça ne va pas être eux qui décideront. Donc il y a ce côté-là. On retrouve ça chez Vie Libre, où Vie Libre, c'est un mouvement de buveurs guéris, où le buveur guéri, c'est le décideur. Non, c'est le buveur guéri. Celui qui n'a pas été malade alcoolique n'est pas décideur. Il est allié. Même si, dans les alliés, il y a des gens qui sont très proches. Ça va être éventuellement le conjoint qui subit la maladie alcoolique. Mais il n'est pas sur un pied d'égalité. Et ils vont faire appel. J'étais amené à faire des formations avec eux. Ils faisaient appel à nous pour des formations. Mais c'était eux qui pensaient quel type de formation on a besoin, et l'organisme, la Santé, Culture et Liberté, répondait à une demande pensée par les buveurs. Alors, je suis très ambivalent par rapport à ces réseaux sociaux. On en a besoin. Et les réseaux sociaux peuvent contribuer aussi, alors là, par exemple, c'est le mouvement MeToo. S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux dans le mouvement MeToo, jamais il aurait pu prendre cette importance. Et suite à ces réactions, il va y avoir des femmes qui se sont organisées en groupe de femmes. Et donc, si le réseau social permet que des personnes décident de s'organiser entre elles, il accompagne le mouvement. Sinon, on en reste à chacun se cultive dans son jardin et on crée éventuellement une élite qui peut sortir. Je ne sais pas si ça répond. Si, j'entends. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de réponse. Oui. Il n'y en a pas. Tout ça est très mouvant, très poreux, et que ce sont des rapports de force, des prises de conscience collectives qui passent par un certain nombre de choses, et c'est sûrement très difficile de mesurer précisément tout. Si on prend un peu de recul, ce monde néolibéral, cette société thermo-industrielle finissante, qui s'est engagée dans une voie écologique désastreuse et de toute façon qui n'a plus aucune pérennité à 50 ans, que peut devenir l'éducation populaire dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle problématique? Que peut devenir? Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent? Est-ce que vouloir, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra toujours s'intéresser à ces problématiques-là, alors qu'on va manquer d'eau, on va manquer de nourriture, on va rentrer dans des rapports sociaux qui vont être de plus en plus tendus? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce que l'éducation populaire peut être une réponse? Est-ce que ça va disparaître? Si l'éducation populaire, on la définit comme l'action qui consiste à s'organiser collectivement pour mettre en place le projet de société qu'on veut, l'éducation, non seulement elle a toute sa place, mais elle va être déterminante. Mais on va la laisser faire. Et on va la laisser faire. Mais c'est une prise de pouvoir, l'éducation populaire. Et bien entendu qu'on aura de la résistance. On va pas, on voit bien actuellement qu'on... Mais Paul, on ne tient pas la presse. La presse est entièrement achetée. Donc la narration, on ne la tient plus. On a réussi à expliquer aux gens que le système de retraite n'était pas viable, et globalement, les gens l'ont entendu plus ou moins mal, mais ils ont fini par l'entendre. On arrive à leur faire avaler toutes les couleuvres du monde. Personne n'a une conscience évidente que dans 30 ans, on n'aura plus d'eau en France. Parce que de toute façon, ils tiennent l'information. Ils la fabriquent comme ils veulent. Est-ce qu'ils vont quand même laisser une éducation populaire prendre du pouvoir? Ben, ils vont tout faire pour l'empêcher. Ouais. Pour l'empêcher. Mais plus les tensions seront fortes, plus les contradictions de la société seront fortes, plus des gens essaieront de s'organiser. Alors, d'une manière... c'est pour ça que c'est important de penser en termes d'étapes. Par rapport au mouvement de quartier, j'ai entendu, c'était sur France Culture, ils interviewaient un jeune
qui étaient dans ces trucs-là. Et il l'interviewait, il y avait eu casse plusieurs jours, il dirait est-ce que vous y allez ce soir? Et il disait non, je ne vais plus y aller parce qu'il avait peur d'aller en prison ou trucs comme ça. Mais la réponse qu'il a donnée aux journalistes, mais si on ne fait rien, on ne nous entendra pas. C'est-à-dire, ce qui faisait n'avait aucune efficacité pour transformer la société, mais c'était le premier temps. J'existe. Oui, mais moi j'entends ça. Mais tu vois bien la FNSEA avec ses grosses bassines, globalement ils ont retourné l'opinion publique à une vitesse folle. À grand renfort d'une presse achetée, ils ont réussi à faire croire à tout le monde que c'était quand même des scélérats qui sont allés abîmer des bassines merveilleuses. Et ils y arrivent. Et puis même donc ces dernières violences policières, assez vite, ils arrivent à montrer à quel point ces gosses de quartier sont insupportables et inconséquents et que heureusement qu'ils sont là pour établir l'ordre républicain. Moi, je suis dans un village où le maire nous a expliqué que des gens, une certaine toute petite partie de la population était en guerre contre la démocratie et qui se faisait quand même honneur de rétablir tout ça correctement. Et ils y arrivent presque tout le temps. Et... Oui. C'est l'approche du peuple, la horde sauvage. Je prends le mot horde sauvage bien sûr, parce que je ne sais pas, c'est pas un ministre qui a utilisé pour parler des trucs. Mais depuis 1789, on a toujours eu peur du peuple et on a toujours eu cette représentation du peuple comme quelqu'un de dangereux. Et même avant au Moyen-Âge, c'était les paysans, le peuple. Les gouvernants présentent le peuple comme une horde sauvage, j'allais dire, c'est dans l'ordre des choses. Oui, à part que maintenant, quand même, les gouvernants tiennent l'intégralité de la presse, tiennent l'intégralité du pouvoir, et ils n'ont plus aucun frein, en fait. Ils n'ont plus aucun frein. Et j'ai l'impression que ça, c'est un peu nouveau, ce rapport de force. J'ai l'impression que la gestion de la violence par Darmanin, dans les années 80, c'était pas possible. Ah oui. Moi, j'ai en souvenir, parce que j'ai l'âge pour ça, de la mort de Malik Oussekine, où la France s'arrête en disant qu'il s'est passé une chose totalement impensable. Alors que maintenant, c'est une banalité, la mort de quelqu'un. C'est dans une manif, c'est bon, bah voilà, ça fait partie. Ils ont voulu prendre des risques, tant pis pour eux. Et c'est quand même, j'ai l'impression que la tension sociale monte énormément. Et enfin, tu parlais tout à l'heure, c'est toi qui parlais de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Ils sont allés chercher Édouard Bernays en personne aux États-Unis en lui disant bon, comment on fait pour retourner la population? Il n'a pas mis longtemps parce qu'ils ont des techniques colossales, ben vraiment des techniques. Il y a des faux. Maintenant, même l'IA fabrique des faux rapports scientifiques. Enfin, on arrive à expliquer tout et n'importe quoi aux gens. Et ils n'ont aucun moyen de lutter, j'ai l'impression, contre ça. Et c'est nouveau quand même ce niveau-là d'endoctrinement, j'y arrive pas. Endoctrinement. Oui, ce niveau-là est quand même assez inédit. Oui. On est dans une phase de radicalisation de la lutte des classes. Oui. Incontestablement. C'est incontestable. Et c'est en ce sens-là qu'on a plus besoin que d'autres moments d'une éducation populaire. Est-ce que dans ce rapport de force, la réflexion collective va réussir à contrôler, à faire vivre la démocratie? Est-ce qu'il gagnera? Est-ce qu'il perdra? Je ne sais pas. On ira peut-être bien vers une phase. On pense la probabilité que l'extrême droite... Hitler a été élu. Il a été élu. Peut-être qu'on passera par cette phase-là si on n'est pas suffisamment fort. Mais faut pas, enfin, je ne sais pas comment dire. La question, c'est pas est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on ne va pas gagner. Quoi qu'il en soit, il faut être dans la lutte. Il n'y a que ça qui fait qu'on peut gagner. Si on part battu, on est sûr de perdre. Mais alors, il y a des phases de radicalisation. La Commune de Paris, c'est une phase de radicalisation maximum. Et la bourgeoisie... D'ailleurs, c'est très intéressant, cette période. Tu parlais de Ferry, mais il y a des textes, notamment d'Émile Zola,
qui avait une haine de la Commune de Paris et des communards absolus. Il raconte des choses atroces sur eux et il a grandi. Il a évolué au cours de sa vie, évidemment, 15 ans après, il n'en était plus du tout là. Et oui, c'est aussi des moments où les gens quand même réfléchissent, où les gens se construisent, où les gens comprennent des choses et co-comprennent des choses. Alors, la phase de radicalisation, le combat devient de plus en plus dur, mais aussi, c'est des phases qui permettent l'évolution plus rapide de la pensée. J'ai l'impression qu'on est là-dedans aujourd'hui. On est dans une phase comme ça. On se co-construit assez vite, en fait. L'illustration, le mouvement MeToo, si on regarde depuis que je ne sais plus quelle actrice a mis sur la scène publique agression sexuelle par un réalisateur et l'évolution de la pensée des rapports entre hommes-femmes, alors c'est pas gagné, mais si on regarde l'avancée en 10-15 ans, eh ben, elle a été aussi forte que l'effet de mai 68 qui va permettre la loi de 74 de Simone Veil, dans un temps relativement important. Oui, le succès de Mona Chollet est incroyable. La vitesse à laquelle cette femme est devenue connue et tout le monde l'a lue et qui fait partie des débats, c'est pas certain que 20 ans avant, elle aurait pu avoir cette notoriété aussi vite. Oui. Ça bouge, c'est évident, ça bouge. Alors, c'est ambivalent, hein, parce que ce mouvement MeToo, il a été... Si on n'avait pas eu des femmes, des catégories aisées, privilégiées, pour être des leaders, eh ben, si c'était une femme du peuple qui avait voulu écrire un livre, d'abord il aurait fallu qu'elle trouve quelqu'un, il aurait fallu qu'elle trouve un éditeur, il aurait fallu que... ça évolue, ça. Et le consentement, oui, mais elle aurait peut-être écrit le livre. Tu dois connaître l'anecdote absolument merveilleuse du rapport Meadows. Du rapport Meadows, tu sais, de 72, sur l'effondrement donc, du vivant. Donc c'est le Club de Rome qui commande ça au MIT. Et c'est Madame Meadows qui l'a écrit. Et à l'époque, donc on est en 72, son éditeur dit non, mais si c'est une femme qui nous dit que la Terre va disparaître, on n'est pas crédible. Et donc la première personne à avoir publié, c'était au nom de son mari. Ah oui. Et on a mis 30 ans avant d'accepter l'idée que, bon, il y était pour pas grand-chose ou rien, que c'est elle qui avait fait le travail. Donnez-la, Meadows. Mais on a mis très très longtemps parce que ça paraissait impossible en 72 qu'une femme puisse produire un document scientifique d'une portée aussi considérable et que non, il fallait que ce soit son mari qui le fasse. Ça a changé, maintenant ça pose plus de problème à personne. Non, mais ce que je dis, c'est que dans le mouvement MeToo, on a eu les classes aisées bien de sûr, femmes. là, typiquement, c'est une scientifique cette dame. Et c'est parce que c'est une scientifique qu'on a fini par la reconnaître. Et ça bouge quand même. Oui. Alors, on avance quand même, le temps tourne. Je me demandais comment on fabrique un Paul Masson. Parce que c'est important, le local aussi et le particulier. Comment t'en arrives à ça? Qu'est-ce qui t'a construit, toi? D'où tu sors, en fait? Voilà. Alors, d'où je sors d'une famille ouvrière. Mais une famille ouvrière qui assume sa culture ouvrière. Mes parents se sont connus à la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, et se revendiquent ouvriers et soient fiers ouvriers, tenœuvre et féconde. C'était un chant de la JOC de leur époque. Soient fiers ouvriers. C'est-à-dire qu'il y avait une reconnaissance culturelle. Ils étaient donc engagés, mon père au niveau du syndicat, ma mère au niveau des associations familiales, ils étaient engagés. Et quand j'ai eu 11 ans, au moment d'aller à l'école, je leur ai dit que je voulais devenir prêtre. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer comment ils ont réagi. Enfin, les prêtres, c'est des intellectuels. Nous, on est ouvriers. Et on va faire un test auprès d'un psychologue. Est-ce que tu peux devenir prêtre? Parce que c'est pas... j'aurais été dans un autre milieu, j'aurais dit, il faut faire des études. Ben oui, c'est normal. Tandis qu'on va avoir cette contradiction. Et puis finalement, je vais faire des études
à Montbrison, au séminaire, ce qui s'appelait le séminaire, qui est une école privée. Et à ce moment-là, il y a une tension. Alors, j'ajouterai à ça une troisième catégorie, une troisième caractéristique. Je suis dyslexique, c'est-à-dire difficulté pour lire, difficulté pour l'orthographe, beaucoup d'handicaps scolaires. Mais il y a 7 handicaps scolaires sur un choc de culture. Je suis à Montbrison, je fais des études classiques, on étudie les auteurs français, on étudie les auteurs latins, même grecs, et trucs comme ça. Et d'une certaine manière, j'aurais plaisir à y être, à me laisser porter là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Et en parallèle, le week-end, j'allais à la JOC. Et quand j'étais à la JOC, j'étais régulièrement confronté à des jeunes qui, eux, travaillaient ou étaient à l'école, mais dans les filières professionnelles, et qui disaient « t'es un intellectuel ». Ce qui fait que j'étais en porte-à-faux à l'école et à la JOC. Et il y avait toute cette tension. Bon, finalement, j'arrête l'école en fin de première. Et intéressant de savoir comment. J'arrête en fin de première. Pourquoi? Parce qu'en cours de première, j'arrivais plus et je demande au prof d'arrêter le grec et de dire plutôt que faire du grec, est-ce que je pourrais pas faire de l'orthographe? Bon, et le prof à qui je demande dit mais si tu arrêtes le grec, tu ne pourras pas passer le bac. Donc tu ne peux pas. Et l'argument que j'ai contré, je vais passer le bac. J'avais déjà 2 ans de retard à l'école. Et je vais le louper. Alors, c'est peut-être pas si important que ça que je passe le bac. Et donc, j'arrête en fin de première. Et je vais suivre une formation. À ce moment-là, il y avait, à ce moment-là dans l'Église, ils envisageaient des formations de prêtres pour le milieu ouvrier qui s'appuient sur la démarche de la JOC et non pas sur la démarche universitaire. Je vais entreprendre ça. Assez vite, je craque, je fais une dépression. Bon, c'est le trou noir et trucs comme ça. Ce qui va durer 1 an, 2 ans. Et puis quand je tombe un peu sur mes pieds, que je repense en termes de qu'est-ce que tu veux faire, à ce moment-là, à Saint-Étienne, il y a un groupe de culture et liberté qui se met en place. Et je suis invité au départ à une soirée, non, c'est un après-midi, samedi après-midi, sur le phénomène pop. Le phénomène pop, Culture et Liberté voulait faire une soirée sur le phénomène pop. Pourquoi? Parce que les parents des adolescents qui essayaient de comprendre leurs adolescents ne comprenaient pas ce qui était en train de se jouer. Et ils n'arrivaient plus l'impression qu'on n'arrive plus à comprendre nos adolescents. Donc il y avait eu cette soirée qui, pour moi, a été excessivement intéressante. Je me rappelle, celui qui conduit ça, c'est un prof d'anglais. C'est-à-dire on prenait la culture universitaire. Mais ce n'est pas la démarche universitaire. Il nous fait écouter les Beatles, il nous fait écouter Lucy in the Sky, il analyse Lucy in the Sky, pour voir tout ce que... et comprendre ce phénomène-là. Là, je suis un petit peu émerveillé de dire, mais alors, on peut comprendre le monde en abordant par l'actualité, par ce qui nous concerne, en gros. Pas par les études, par ce qui nous concerne. Donc, j'accroche à Culture et Liberté. Et j'y vais. En 1974, l'organisation fait son rapport d'orientation autour de l'analyse du système éducatif. Alors, l'école, la famille, les médias, tout ça. Et pendant une année, on avait un pré-rapport d'orientation et on va y travailler tous les mois et demi, 2 mois, on regardait ça. Et quand ce rapport, comme dans
film, là, bon Dieu, mais c'est bien sûr. J'ai l'impression d'une sorte de révélation, de compréhension de ces mécanismes-là. Et je dis, mais si tout le monde réussit à comprendre comment se construit la société, comment le conditionnement que tu dis, est-ce qu'on s'en sortira, c'est un outil révolutionnaire mieux que la fleur au fusil. Donc, je vais investir là-dedans. Et donc, j'ai investi dans, alors au départ dans Culture et Liberté et dans l'éducation populaire, j'allais dire, toute ma vie. Assez vite, il va y avoir un lien entre mon engagement militant et mon engagement professionnel. Je suis embauché par la Fédération des centres sociaux sur un quartier comme animateur de quartier du fait de mon engagement à Culture et Liberté. En gros, un animateur de quartier tel que le concevait la Fédération à ce moment-là, c'était ça. Donc, et je vais suivre toute cette évolution. Je vais suivre l'institutionnalisation, l'étreinte mortelle, et en être victime. J'avais quel âge? 52 ans, 53 ans. J'étais permanent de Culture et Liberté dans le Pas-de-Calais. Et je disais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à faire des dossiers pour chercher du pognon. Ça ne va pas. Et j'ai décidé d'arrêter, d'essayer de me mettre à mon compte jusqu'à la retraite pour pouvoir faire de l'éducation populaire. Et j'allais dire, j'ai pas commencé à en faire. J'ai pu le faire à plus grande échelle à partir du moment où j'étais plus. Parce que j'avais du temps. Je n'étais pas obligé de faire des dossiers pour chercher des sous. Donc, c'est un peu ça. Et il y a eu aussi 2002 qui a été relativement important pour moi. C'est le moment où Le Pen a fait 20% et s'est retrouvé au deuxième tour. Là, j'étais dans les quartiers populaires. Quand on regarde le taux de votants, le taux, et Le Pen qui passe, la gauche disparaît du paysage politique pour le deuxième tour, je me dis, on a tout loupé. Et tu ne peux plus faire ça. Et donc, je me dis, il faut démarrer autrement. Et comment démarrer autrement? Il y a eu ces deux choses qui ont été au même moment. Il y a eu ça, je me dis, il faut démarrer autrement. S'ajoute à ça, à Arras, je me dis, le mouvement qui se développe, qui prend de l'importance, c'est Attaque. J'adhère à Attaque. Attaque sur Arras, qui se crée à ce moment-là, dit, on va faire une formation économique pour que les gens puissent comprendre les mécanismes. Et ils organisent un cycle de formation économique sur une année. La première séance, je ne peux pas y aller. J'ai 2 personnes que je connais qui vont à cette conférence et qui après me disent, mais Paul, il faut faire quelque chose, ça ne va pas. Attaque fait un cycle de formation économique pour comprendre. On est tout à fait dans la logique, comprendre pour agir. Le premier cycle, c'est la comptabilité nationale. Et il faut venir un spécialiste de la comptabilité nationale. Et les gens te disent, mais c'est pas ça qu'on veut comprendre. Et il y avait et de dire, il faut essayer d'aller autrement. C'est un des problèmes d'Attaque quand même. C'est un problème d'Attaque. Et c'est un problème quand même. Sociologique. Oui, bien sûr. C'est un problème sociologique. Ils sont perchés. Et du coup, je me dis, comment tu peux faire? J'étais à ce moment-là où je me mets à mon propre compte. Je ne savais pas si je m'en sortirais. Je dis, quoi qu'il en soit, tu peux faire une formation à raison de 1 soirée par semaine, 1 soirée par mois, sur une année. Quand je commence cette formation avec des gens qui se disaient, entre autres des nouveaux d'Attaque, ils se disaient comment on va faire, je dis bon, on va faire de la formation pour comprendre. Mais quand je commence cette formation, j'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qu'on va produire. La première rencontre, quels sont les problèmes qu'on rencontre, comment. Et je commence avec le groupe et on décide ce jour-là, dans un mois, qu'est-ce qu'on va faire. Et moi, je sais, j'ai un mois pour préparer, donc si c'était le lendemain, ça ne pouvait pas marcher. Et on avance comme ça. Et c'est progressivement que j'ai mis en place la formation « Comprendre la société pour agir », que progressivement j'ai théorisé
et pour pouvoir faire des formations de 4 jours. Ces formations de 4 jours, j'ai pu les reproduire en cherchant du financement et je les conduisais. Et ça servait à me payer en même temps. Si une formation par an ou 2 formations par an bénévoles le soir, j'aurais pu le faire, j'aurais pas pu en faire 15 en 10 ans. Voilà. Donc ça a été ça un peu mon parcours. Et maintenant, parce que j'ai quand même 74 ans, oui, qu'est-ce qui te pousse encore à avoir autant d'énergie, autant d'envie de te faire interviewer, là, comme ça, à un âge où... Alors, interviewer... Non, mais peu importe. J'allais dire, dans le côté interview, il y a un petit côté développement de l'ego. C'est quand même pas désagréable d'avoir quelqu'un qui dit « ça m'intéresse ». Je peux pas dire que l'interview est complètement désintéressé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la retransmission. Et il y a un certain nombre d'années, et bien maintenant ça fait 20 ans, que j'ai décidé, depuis que je suis plus permanent à Culture et Liberté, j'ai décidé de ne plus mettre de l'énergie dans les institutions. Et un truc que je me suis rendu compte, c'est que les vieux militants devenaient, à certains moments, handicapants. Quand la place est prise, on ne peut pas la prendre. Et de dire, il faut laisser tomber ça. Donc, pendant longtemps, j'ai continué de développer des formations, parce que là, il y avait du répondant. Après, ces formations sur 4 jours, maintenant, ça me pèse trop, je ne veux plus les faire, et je reste pour des réponses plus ponctuelles à des gens qui me demandent. Et puis alors, il y a mon site où j'ai capitalisé les choses que j'ai pu faire. Donc, qui devient un lieu de ressources pour du monde, et par rapport à ça, je peux être sollicité. Je pense que c'est des choses comme ça qui fait que je suis sollicité, éventuellement, à tel endroit. Et il y a eu après l'écriture. L'écriture, mon premier livre, Chemin et mémoire, c'était plus un travail presque personnel de dire le parcours que tu as eu par rapport à l'éducation populaire, ça vaut le coup de l'écrire. Donc c'était ça. Mais mon idée, c'était pas écrivain. Oui, j'entends bien. Donc c'était ça. Le deuxième, c'était plus une commande sur un poète paysan à la fin du 19e, libertaire, qui va à Paris. On est en plein dans l'éducation populaire aussi. Pour la petite histoire, je crois que c'est le 19 novembre, Bruno Daraki sera là. Pour justement me raconter les poèmes. Les textes de Coutet. Ouais, de Coutet. Oui, il sera à la maison, là, on le fait venir. Il y aura une soirée Gaston Coutet, je crois que c'est le 19 novembre, je vais vérifier. Ok. Eh bien alors là, oui, mon livre est à sa place. Parce que tu ne sais pas pourquoi, parce que je me suis aperçu, en fait, Gaston Coutet, il ne faut pas le lire en premier. À la limite, le livre, c'est un deuxième temps. C'est quand on a entendu Coutet qu'il faut lire pour réussir à comprendre et voir tout le contexte. Mais Coutet, c'est un conteur. La culture populaire, elle ne passe pas d'abord par l'écrit, elle passe par l'oral. Et après, on passe à l'écrit pour approfondir et puis pour revenir sur les textes. Et le troisième, ça a été, j'allais dire, cette renaissance de l'éducation populaire. Il y a la collection qui s'appelle, une maison d'édition qui s'appelle Anamosa, qui a fait des petits livres, ils font 80 pages, ils ont cette dimension, le mot est faible, le nom de la collection, qui font voir comment un mot a été détourné complètement et il a perdu son sens. Et s'il a perdu son sens, il n'a plus de sens. Le premier livre qui sort, c'est le mot révolution. La révolution, c'est parlant. Mais quand la révolution, c'est un soutien-gorge révolutionnaire, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ou quand le mot révolution, c'est le programme de Macron,
Oui, on est devenus des champions là-dedans. Oui. Là, Et donc l'idée de le mot est faible, je me dis s'il y a un mot qui est faible, c'est l'éducation populaire. D'ailleurs, quand j'étais plusieurs, j'ai écrit un livre sur l'éducation. C'est un livre d'histoire. Tu racontes l'histoire ancienne, ça n'existe plus. Et je me dis, mais il faut revaloriser ça. Donc, j'avais essayé, coronavirus, je me trouve bloqué chez moi, je me dis, c'est le moment d'écrire. Et j'ai commencé à l'écrire, et Amazon n'a jamais donné suite quand j'ai envoyé le mien. Mais j'avais fait le boulot. En plus, je l'ai poussé plus loin du coup, et ça a permis d'avoir le dernier que les éditions du Petit Pavé ont décidé de publier. Voilà mon parcours. Ben oui, on va finir peut-être sur tes projets, si tu en as encore. J'ai l'impression que tu en as encore plein, que tu es un homme infatigable. Ben, je crois que mes projets, c'est plus de répondre aux attentes. Hein? Ça passera plus par l'écrit, parce que se déplacer d'un côté et d'autre... Tu ne te sens plus dyslexique? Tu es plus bloqué par ça? Je suis dyslexique. Oui, ben je sais bien que c'est inexorable, mais ça ne te bloque plus, tu peux écrire, ça te... Mais ça me bloque. Oui, ça te bloque. Ça reste un souci. Oui, ouais. Ça me bloque. Je cherche l'orthographe d'un mot. Je partage ça avec toi. Hein. La dyslexie? Oui, c'est pour ça que je t'en parle. Je cherche l'orthographe d'un mot. Si je me rappelle plus s'il faut un H ou pas de H, comment tu le cherches? Et je passe un temps considérable à chercher mes mots. L'écriture est très, très lente. Parce que dyslexique. Et après, le cerveau, la mémoire. Et c'est mon frère qui est dyslexique aussi qui m'a fait remarquer. Tu lis un roman, un gros roman. Et j'ai lu un roman qui fait 500 pages. On me dit, comment s'appelle le héros? Je ne sais pas. Parce que je ne lis plus le héros. Je vois le mot, mais je ne le lis pas. Je me dis, ça c'est le héros, mais comment il s'appelle? Et ce qui fait qu'au niveau mémoire, si je ne le lis pas, je ne peux pas le mémoriser. Donc je bute autant sur la dyslexie. Mais j'en ai pris mon parti, où il y a eu un changement pour moi, et j'en avais discuté avec un autre formateur qui était dyslexique aussi, et il l'a réglé différemment de moi. Moi, je me suis rendu compte que l'écriture au tableau, c'était, au niveau pédagogique, c'est nécessaire. Il faut l'écrire au tableau, parce que ça permet de mémoriser. Mais écrire au tableau, les fautes d'orthographe, on y a droit. Alors, comment tu fais? Tu n'écris pas au tableau, parce que tu ne sais pas le mot. J'ai dit, tu écris au tableau. Et j'écris, et des fois, le mot, je ne sais pas comment il s'écrit. Eh bien, si je ne sais pas comment il s'écrit, je dis, comment ça s'écrit? Je demande, et les gens, ils le disent. Et habituellement, ça ne pose pas de problème. Des fois, je ne vois pas qu'il y a une faute, et j'écris. Et puis alors, je vois la tête de quelqu'un, je me dis, là, tu as fait une faute. Et ce quelqu'un, s'il est sur la faute, il ne suit plus. Alors, je l'interpelle, j'ai fait une faute. Oui, ça s'écrit comme ça. Et je rectifie. J'ai pris ça. J'avais un autre, lui, il écrivait au tableau, mais il écrivait illisible. Donc, il écrivait pour lui, pour pas qu'on voit les fautes. Oui, j'ai eu des expériences comme ça. Plein de combines. Il y a 10 ans, j'ai produit un album de chansons et dans lequel je parlais un tout petit peu de Michel Ragon. Oui. Donc voilà, quelqu'un pour moi qui était une sommité, enfin qui est une sommité, on ne va pas en discuter, notamment La mémoire des vaincus, qui est un livre qui m'a énormément marqué. Et donc il a eu la gentillesse de me faire une petite dédicace. Elle était bourrée de fautes. Et c'est incroyable, Michel Ragon, quoi. En fait, c'est ça, c'est probablement un trouble de cet ordre-là. Et bon, peu importe, mais oui, effectivement, le fait d'être érudit ou écrivain, voilà, ça n'empêche pas d'avoir quand même des difficultés ou des carences. Mais ça complexifie, ça complexifie. Et j'ai peur pour les dédicaces. Oui, je comprends très bien ça. Je comprends très bien ça. Ben, Michel, Paul, pardon, je parlais de Michel Ragon, ça m'a perturbé. Donc Paul Masson, ben, merci pour cet échange, merci pour ce grand chemin
qui a duré longtemps, puis qui semble pas tout à fait décidé à s'arrêter. J'ai l'impression que voilà, tu es dans le réel de ce monde et dans l'envie de le partager jusqu'à la fin, je pense. C'est ta nature profonde. Ben, merci à toi, et puis peut-être qu'à l'occasion d'un livre ou de je sais pas quoi, on aura l'occasion de se retrouver. Merci encore. Merci à toi, merci à vous, parce qu'il y a derrière les techniciens. Merci.